Bonsoir, guten Abend, good evening, buenas noches, buonasera, guten Abend, boa noite, goodvel, good afternoon, kalispera, huve hilta. Voilà donc comment, en bon européen, je pourrais vous souhaiter le bonsoir dans les 11 langues officielles de l'Union européenne. La semaine dernière, je vous ai raconté l'histoire de ces langues qui ont tellement façonné nos identités d'Européens. Cette semaine, je vais essayer de comprendre comment fonctionne cette Union européenne avec ses 11 langues officielles. Donc, avantages et inconvénients du plurilinguisme démocratique. Voici l'Union européenne et ses 15 États membres. 11 langues sont reconnues comme langue officielle et langue de travail de l'Union, soit du nord au sud, le finnois, langue officielle seulement en Finlande, le suédois, langue officielle en Suède et en Finlande, le danois au Danemark, le néerlandais, langue officielle des Pays-Bas et de la Belgique, l'allemand, qui est langue officielle en Allemagne, en Autriche, au Luxembourg, en Belgique, l'anglais au Royaume-Uni et en Irlande, le français en France, en Belgique, au Luxembourg, l'espagnol en Espagne, le portugais au Portugal, l'italien en Italie et le grec, langue officielle de la Grèce. On a donc une grande diversité linguistique et c'est d'ailleurs ce qu'ont voulu au départ les 6 membres fondateurs de l'Europe unie. Chaque État membre devait être traité sur un total pied d'égalité pour respecter la liberté d'expression, mais aussi l'identité culturelle. Sauf qu'avec chaque nouvelle adhésion, cet excellent principe de départ a conduit à accepter à chaque fois une nouvelle langue officielle. On passe ainsi de 4 langues de travail en 1958, français, italien, néerlandais, allemand, à 11 langues depuis 1995. Alors concrètement, cela signifie que tout texte officiel ou toute législation communautaire doit être traduit dans les 11 langues officielles de l'Union. Par exemple, pour une réunion de travail avec les 11 langues en présence, cela implique de traduire simultanément 110 combinaisons linguistiques. Par exemple, du français vers 10 autres langues, ou bien de l'allemand vers 10 autres langues, et ainsi de suite. D'où ce nombre considérable de traducteurs et d'interprètes, environ 20% des 16 000 fonctionnaires de la Commission européenne. Alors dans la pratique, les choses sont un petit peu plus simples. À la Cour de justice des communautés européennes, à Luxembourg, les juges délibèrent et rendent leurs décisions uniquement en français, et c'est seulement les arrêts rendus qui sont alors traduits dans les 10 autres langues. À la Commission de Bruxelles, les langues de travail des commissaires sont le français, l'allemand et l'anglais. Sauf qu'en réalité, c'est le français et l'anglais qui sont le plus utilisés. D'abord parce qu'historiquement, 3 des 6 membres fondateurs de l'Europe en 1957 étaient francophones, la France, la Belgique, le Luxembourg. Ensuite, les institutions de l'Europe sont principalement situées dans des villes francophones, Bruxelles pour la Commission, Strasbourg pour le Parlement, Luxembourg pour la Cour de justice. Et depuis le dernier élargissement, l'anglais, qui est une langue internationale par excellence, est de plus en plus utilisé au sein des institutions de l'Europe. Pour la plupart des fonctionnaires européens, donc l'anglais et le français servent de langue véhiculaire. Alors évidemment, tout cela ne plaît pas beaucoup aux Allemands, qui ne comprennent pas bien pourquoi leur langue est si peu utilisée comme langue de travail. Ce qui est de fait assez paradoxal, puisque depuis la réunification de 1990 et l'adhésion de l'Autriche en 1995, la langue allemande est tout de même la plus parlée de l'Union. Il y a en effet 90 millions de germanophones en Europe, pour 65 millions de francophones et 63 millions d'anglophones. Ce qui fait qu'au total, sur près de 380 millions d'Européens, 24% parlent l'allemand. Voilà, je vous ai exposé ainsi le cœur du problème linguistique européen. Est-ce qu'il faut favoriser l'utilisation de 2 ou 3 langues plus répandues pour simplifier le fonctionnement de cette union ? Ou bien est-ce qu'il faut garder les principes de base et poursuivre le modèle plus égalitaire du multilinguisme ? Et cette question sera d'autant plus d'actualité que l'Union s'apprête, je vous le rappelle, à accueillir d'autres membres. 13 États européens sont aujourd'hui candidats à l'adhésion. 10 pays de l'Europe de l'Est et en Méditerranée, Chypre, Malte et la Turquie. Eh bien, l'adhésion de ces 13 États ajouterait donc aux 11 langues officielles actuelles 12 autres langues officielles. Estonien,
letton, lituanien, polonais, tchèque, slovaque, hongrois, slovène, roumain, bulgare, turc et maltais. Donc avec 23 langues officielles de travail, comment les institutions européennes pourraient-elles travailler? Plusieurs projets de simplification ont été proposés. En décembre 1994, la France a proposé au Parlement européen de limiter les langues de travail au français, anglais, allemand, espagnol et italien. Et cette tentative a été rejetée unanimement par le Parlement en 1995. Certains petits États comme l'Autriche défendent l'utilisation de l'anglais comme langue européenne unique. Autre solution encore, l'adoption comme langue commune de l'Europe de l'espéranto, cette langue artificielle créée fin XIXe siècle par le Polonais Ludwig Zamenhof, mais il est évidemment difficile d'imposer une langue originaire d'aucun pays de l'Europe. Politiquement, démocratiquement, de fait, cela n'a pas beaucoup de sens. Vous le voyez, l'Union ne va pas abandonner de sitôt le multilinguisme. On l'a compris, 13 langues ont un statut officiel dans les 15 pays membres et plus de 35 autres langues sont parlées avec des statuts divers. Le catalan, le basque en Espagne et en France, le frison en Allemagne et aux Pays-Bas, le sami en Suède, en Finlande, le romani, c'est-à-dire la langue des tziganes, un peu partout en Europe. Sans compter les langues des migrants comme le hindi et l'ourdou au Royaume-Uni, l'arabe et le berbère en France, le turc, la langue kurde en Allemagne. Et puis l'Union européenne a mis en place en 1996 un programme pour la promotion de ces langues minoritaires et régionales. Alors vous voyez, on reproche souvent à l'Europe de raboter les différences ou d'unifier par le seul marché ou encore d'être technocratique. Eh bien, ce cas des langues, qui est complexe, est un contre-exemple. Il affiche clairement le respect des diversités, donc le respect de nos identités. Je vous rappelle que l'Union soviétique imposait le russe à tout le monde dans les écoles et les pratiques administratives. Alors pour l'Union, évidemment, cette diversité a un coût financier et un coût en temps, mais ces coûts n'ont rien d'excessif. Le multilinguisme au sein de l'Union coûte en moyenne 2 € par an et par citoyen européen. Eh bien, cela en vaut sans doute la peine, car en fait, les enjeux sont majeurs. Pour l'Union, le multilinguisme est un facteur de démocratie, de stabilité, car en affirmant la défense des communautés linguistiques, on ferme ainsi la porte à toute forme d'hégémonie d'un État membre sur les autres. Cette politique linguistique de l'Union trouve peut-être ses limites avec les prochains élargissements, on l'a vu. Et puis aussi comment créer cette identité collective en Europe sans homogénéité linguistique. Est-ce qu'il ne faut pas, comme pour les institutions, une simplification, une CIG pour les langues? Est-ce qu'il ne serait pas préférable de n'avoir qu'une ou deux langues officielles? Et alors, évidemment, laquelle choisir? La langue, vous voyez, c'est vraiment notre identité. Voilà pourquoi l'unité de l'Europe par la langue est finalement beaucoup plus difficile à atteindre que l'unité par la monnaie.